Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le sujet chaud du jour, c'est ce vent de panique sur la tech chinoise qui a été encore le marqueur de cette journée. Depuis quelques heures, quelques jours, on voit quand même des phénomènes de déroute sur les grandes valeurs technologiques chinoises. Pékin ne cesse de resserrer son étau réglementaire sur différents secteurs. On a vu ça dans l'immobilier, dans le e-commerce bien sûr, les fintech. Le dernier secteur en date qui a été visé notamment par l'étau réglementaire de Pékin, c'est le secteur de l'éducation, avec la question de l'envolée des coûts de l'éducation privée en Chine qui contrarie les plans de développement de la politique familiale de Pékin aujourd'hui. La natalité est un enjeu stratégique pour les autorités chinoises. Déroute sur la tech chinoise qui se mesure de manière assez forte, avec une baisse de 15% en 3 jours de l'indice technologique de Hong Kong et qui fait quelques vagues quand même, il faut le noter, hein, ça n'est pas neutre. On parle de groupes qui capitalisent plusieurs centaines de milliards de dollars. On a vu des effets de bord sur les marchés obligataires chinois, sur la devise chinoise et peut-être même jusque chez nous, ou en tout cas jusque sur les marchés américains, puisqu'on voit la tech américaine qui est plutôt dans le rouge en cours de séance actuellement, en attendant les grands résultats d'Apple, de Microsoft et d'Alphabet Google ce soir. Ce sera après la clôture des marchés américains, le coup d'envoi donc des résultats des GAFAM à partir de ce soir à Wall Street. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéressera au retour en grâce de l'immobilier coté, et oui, avec l'aplatissement des courbes de taux, avec des taux réels toujours plus négatifs, et bien certains secteurs très sensibles justement aux taux d'intérêt reviennent sur le devant de la scène. L'immobilier coté en fait partie. On en parlera avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Séance de baisse donc pour clôturer cette journée boursière en Europe. Le résumé complet, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. La bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir après une journée de repli. Le CAC termine à moins 0,71% pour s'établir à 6532 points. Les investisseurs ont opté pour l'attentisme ce mardi à la veille des décisions de politique monétaire de la Fed et des résultats des géants technologiques américains. La Réserve fédérale a entamé en effet sa réunion de 2 jours et les investisseurs suivront attentivement demain, mercredi, la conférence de presse de son président Jérôme Powell pour toute remarque relative aux achats d'actifs et à la montée de l'inflation. Sinon, je le disais, les résultats des entreprises sont à l'honneur cette semaine des deux côtés de l'Atlantique. À Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leur trimestriel après la clôture. La séance aura aussi été marquée sur le plan économique par la publication des chiffres des commandes de biens durables aux États-Unis. C'est une déception car elles n'ont augmenté que de 0,8% en juin, après plus 3,2% en mai, et par la confiance du consommateur aux États-Unis. Elle a continué de s'améliorer en juillet, très légèrement. L'indice ressort à 129,1 ce mois-ci contre 128,9 en juin, alors que les économistes attendaient en moyenne un tassement autour de 124 points. Retour en France et du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui LVMH. D'abord, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et de Dior a dopé le chiffre d'affaires du géant français du luxe au deuxième trimestre. Les ventes du groupe ont progressé de 56% par rapport à la même période de 2020 à 28,67 milliards d'euros. Michelin qui a relevé ses prévisions 2021 après un bon premier semestre. Le groupe a enregistré 11,2 milliards d'euros de ventes entre janvier et juin contre 9,4 milliards sur la même période de 2020. Lagardère, dont le cours a bondi aujourd'hui malgré qu'il fasse état lui d'une perte nette de 171 millions d'euros au premier semestre et a dit s'attendre à un environnement incertain cette année en raison des nouveaux variants du Covid-19. Le groupe prévoit
prévoit tout de même une marge de plus de 10% pour sa branche édition, Lagardère Publishing, en 2021, après une performance historique de cette division au premier semestre. Dassault Systèmes en hausse également à la clôture. Le groupe a relevé ce mardi son objectif de croissance du chiffre d'affaires et de bénéfices nets par action pour l'exercice 2021, après la hausse de ses résultats trimestriels. Edenred en perte, lui, à la clôture. Le spécialiste des solutions de paiement a relevé de 3 points de pourcentage son objectif de croissance organique de son excédent brut d'exploitation pour 2021, après avoir vu ses résultats dépasser les attentes des analystes au premier semestre. Enfin, le cours de Worldline a chuté drastiquement aujourd'hui. Le spécialiste des paiements électroniques avait confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021 après avoir vu ses résultats se redresser au premier semestre. Demain, les marchés regarderont les indices de confiance des consommateurs en France et en Allemagne et bien sûr les conclusions de la Fed sur la politique monétaire à mener. Eva Ben Saadi qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est avec nous ce soir, directeur général de Tikehau IM. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Hervé Guez qui nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions de Mirova et Benoît Vesco avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Merci Grégoire. d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Oui, je mets quand même la déroute, la panique sur la tech chinoise à la une parce que c'est pas un événement neutre. On voit les taux réglementaires de Pékin se resserrer jour après jour autour de certains secteurs, de certaines grandes plateformes. Il y a des questions d'antitrust, des questions de prix également, qui sont sensibles pour l'État parti chinois. Mais déjà, sur les aspects de marché, comment est-ce que vous comprenez ce qui se passe là depuis 48 heures, avec des baisses quand même très très importantes ? Et puis, est-ce qu'il y a déjà un risque de marché immédiat, à court terme, significatif, en dehors des seuls marchés chinois ? Ou est-ce que ce qui se passe en Chine reste en Chine d'une certaine manière ? Benoît. Oui. Alors, de manière un peu générale, et quand on prend un peu de recul, on a toujours été un peu impressionné par, évidemment, ces croissances chinoises extrêmement fortes, et puis ce jeu de pouvoir géopolitique entre la Chine, les États-Unis, la zone euro. Et on voyait ça du côté pays développé, toujours un peu inquiet. Il est clair que la Chine, elle a des défis majeurs à relever, et que cette croissance qu'elle avait était nécessaire et qu'il fallait aller vite puisqu'elle a cette course face aux risques démographiques. Elle a cette montée d'une demande d'un meilleur social de la population qu'il faut qu'elle arrive à satisfaire. Et c'était ces sujets-là qui sous-tendaient cette croissance très forte. On voit clairement, là maintenant, une reprise en main de Pékin d'une manière un peu plus directive, moins pro-business, qui est pas, évidemment, qui n'est pas un bon signe pour les marchés. Puisque, évidemment, les entreprises chinoises avaient créé, enfin, le marché chinois avait créé des leaders, alors souvent sur son secteur et sur sa zone de prédilection et d'influence, mais des leaders. Et là, on a une indication qui sème un peu le trouble et qui peut légitimement inquiéter les marchés. Alors ensuite, de manière plus générale, est-ce que c'est la petite étincelle, alors qu'on attendait, pas avec impatience, hein, mais qu'on attendait parce qu'on sait tous que les marchés ont très fortement monté, qu'ils sont tendus en termes de niveau de hausse et qu'il va falloir trouver de nouveaux moteurs. Est-ce que c'est l'élément qui va amener à une consolidation attendue sur les marchés? C'est difficile de le dire, mais ça peut l'être. Ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle à moyen terme. Il faut à un moment donné que le marché souffle de manière générale. On comprend quand même qu'effectivement, il y a peut-être des investisseurs internationaux qui sont en train de réévaluer la pertinence de leurs investissements en Chine. Oui, clairement, parce qu'on a un nouveau discours. En tout cas, on a un gouvernement chinois qui se dévoile différemment de ce qu'on avait vu ces dernières années. Et donc qui naturellement amène un peu d'inquiétude. Est-ce que vous avez envie d'investir dans la techno chinoise quand vous voyez que le patron peut être débarqué du jour au lendemain ? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc ça va probablement mettre quelques limites au marché chinois, en tout cas au moins temporairement, tant qu'on n'aura pas revu des signes plus clairs. Et difficile de les imaginer à court terme. Hervé Guez, comment est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Chine aujourd'hui et les impacts ou la manière dont le marché effectivement réagit très fortement à cette situation, nouvelle ou pas, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une surprise du côté de la reprise en main par Pékin violente de certains secteurs ? Une surprise. Sur le fond, le régime n'a pas changé. Ça reste un régime communiste. On avait peut-être tendance à l'avoir oublié, mais Xi Jinping, il est communiste. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Donc on ne s'attendait pas non plus à avoir en Chine une gouvernance
régime démocratique libéral, avec une indépendance des auditeurs, un contrôle des données, un respect des droits de l'homme, pas d'opposants politiques en prison, etc. Donc on peut s'étonner de redécouvrir ça, fondamentalement. Ça fait le régime chinois est ce qu'il est. Donc, par contre, effectivement, là où il y a une nouveauté, c'est jusqu'à présent, le marché était sur un régime autoritaire qui vise à pérenniser son exercice du pouvoir en misant sur le développement d'un capitalisme occidental avec des entreprises, etc. Et ça, on arrive à la limite de ça. Et celui je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur ce plateau, celui qui a sonné un peu la fin de la récréation de ça, c'est pas forcément Xi Jinping, c'est peut-être même pas Biden, c'est peut-être même pas Trump, c'est peut-être Obama. Les premiers discours qui ont commencé à dire attention, les règles de l'OMC, le jeu de la Chine, la prédation, ça date d'Obama. Et de ce point de vue, l'administration Biden a fait la continuité. Voilà. Alors Trump, il a fait avec sa façon bien spéciale. Et vous dites, oui, le consensus politique américain était déjà forgé contre la Chine, j'entends, avant l'arrivée de Trump. Oui, sur le modèle, on laisse des entreprises se développer, ça finance le développement chinois, qui est en fait un régime qui ne se démocratise pas du tout et qui devient de plus en plus autoritaire, voire de plus en plus conquérant. Et donc, partant de là, moi, je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping, mais il n'est pas impossible qu'il soit dit, bon, de toute façon, la montée des tensions avec les États-Unis. On commençait à discuter est-ce qu'on laisse l'accès à la cote américaine aux entreprises chinoises, etc. Enfin, il y avait tout un contexte qui était en train de se dire ça ne va plus être comme avant. Donc, que Xi Jinping choisisse ce moment un petit peu pour rappeler, y compris avec un discours intérieur, que, attention, il y a des inégalités, que donc on ne va pas laisser monter des inégalités comme dans un régime occidental, tout en anticipant des difficultés, en tout cas des négociations commerciales, des négociations de cotation avec les Américains. Voilà, je pense que c'est peut-être pas idiot de commencer à se dire, vous voulez interdire à certaines entreprises l'accès à des marchés, les retirer de la cote, mais attendez, mais c'est moi le premier qui vais dire que l'ordre dans la maison, ce sera chez moi. Voilà. Après, ayant dit ça, nous, on n'est pas spécialistes des entreprises chinoises. Pour une bonne raison, c'est qu'on fait de l'ISR chez nous et que si on parle souvent d'opportunités environnementales et d'opportunités sociales, l'ISR, c'est aussi, de temps en temps, aussi les risques. Et c'est pas que de l'environnement, c'est des sujets de droits de l'homme et c'est des sujets de gouvernance. Et donc, oui, quand on investit dans une entreprise chinoise, on embarque un risque gouvernance, un risque social très fort. Donc, après, soit on considère que le jeu en vaut la chandelle d'un point de vue financier, soit on considère que on n'est peut-être pas forcément là dans l'ISR pour prioritairement financer des entreprises qui font la notation du crédit social des citoyens, des citoyens chinois. Comment vous comprenez ce qui se passe ? Je repose à nouveau cette question, Thomas Friedberger. Et puis, est-ce qu'effectivement, la balance pour l'investisseur ou les investisseurs globaux, internationaux, change ? C'est-à-dire que, quand même, ces dernières années, on parlait beaucoup du degré d'ouverture de l'économie chinoise. Il y avait la partie industrielle, mais la partie services financiers, c'était quelque chose de très important. Est-ce que cette fenêtre d'opportunité se referme aujourd'hui ? Les investisseurs ont quand même souvent su mettre un voile sur l'autoritarisme de l'État parti chinois pour profiter d'opportunités d'investissement infinies. Est-ce que cette situation change ? Alors sur le phénomène dont on parle, il y a probablement la concomitance de plusieurs facteurs. Il y a effectivement cette question de qui contrôle la data, et ça on l'a bien vu que c'était un gros sujet en Chine, notamment au début des procédures antitrust avec l'annulation de l'introduction en bourse de Ant Group et puis les procédures antitrust contre Alibaba, où on a vu que les banques chinoises, par exemple les banques traditionnelles chinoises qui ont énormément souffert de l'émergence de fintech privées très grosses comme Ant Group par exemple, finalement, on n'avait plus le contrôle de la data, et donc laisser le contrôle de la data à des boîtes privées, c'est quelque chose qui a probablement pesé dans la balance et qui n'est pas un phénomène que chinois, puisque aux États-Unis, la question commence à se poser. Est-ce que les géants de la tech sont trop gros ? Est-ce qu'ils sont trop intrusifs sur des problématiques sociales, de liberté, de démocratie, données personnelles, etc. Donc, c'est pas qu'un sujet chinois. Après,
Il y a effectivement le sujet démographique, avec ce recensement de population de 2020 en Chine, qui a quand même été probablement un signal d'alerte extrêmement fort pour le gouvernement. On a vu qu'il y a, je ne sais pas si une panique, mais en tout cas, la fin de la politique de l'enfant unique, c'est 2016. Donc l'autorisation du 3e enfant, c'est 5 ans plus tard. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène d'accélération. Et effectivement, ce recensement de population montre que le taux de fertilité en Chine est à 1,3, donc en dessous de la moyenne mondiale, qui est plus haute que ça. Que la population chinoise pourrait commencer à décliner en valeur absolue à partir de 2025. Donc c'est demain. La population en âge de travailler en Chine décline depuis une dizaine d'années déjà. Et puis, la hausse des inégalités en Chine, c'est un fait social, mais aussi géographiquement. Donc, on a un nord qui est très industrialisé, très consommateur d'énergie fossile, un sud qui est plutôt service, tech, et donc qui bénéficiera de ce mouvement vers le net zéro à horizon 2060. Et donc là, est-ce que l'État chinois ne dit pas, attention, on ne veut pas enfoncer le nord et privilégier le sud, et donc on rétablit ça en tapant sur les géants privés de la tech en Chine. Donc il y a peut-être tout ça ensemble. Alors après, sur les marchés, c'est sûr que le G n'a jamais été le fort, la gouvernance n'a jamais été le fort des avocats des. C'est pas pour ça qu'on investit en Chine. C'est pas pour ça qu'on investit en Chine. Bon. Après, il y a un phénomène aussi qui, je pense, ne doit pas être négligé, c'est l'ouverture des marchés de capitaux en Chine, qui est un enjeu majeur pour la Chine, puisque la profondeur, la liquidité des marchés de capitaux américains est un avantage compétitif énorme pour les États-Unis. On voit bien que ça attire beaucoup de capital, beaucoup de sociétés. Si la Chine veut avoir un business model qui est basé sur une consommation intérieure, donc si elle veut construire son empire, baser son business model sur de la croissance domestique, elle doit ouvrir ses marchés de capitaux, donc ça commence par avoir un renminbi fort, ce qui est le cas, stable, de confiance, mais après derrière il faut ouvrir les marchés de capitaux pour attirer du capital en Chine, et donc ça va probablement pas dévier, donc j'enterrerai pas trop vite l'intérêt des actions chinoises. À court terme, clairement, il y a un phénomène there is no alternative, TINA, qui fait que finalement les actions américaines restent probablement l'endroit le plus sûr pour investir aujourd'hui. Mais à long terme, moi, j'enterrerai pas les actions chinoises. Vous dites quand même le pouvoir saura à un moment se montrer à nouveau attractif vis-à-vis des capitaux étrangers. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même plutôt l'idée, dès qu'une boîte chinoise veut aller lever de l'argent sur le marché américain, elle se fait punir de manière très violente. Oui, mais ce que la Chine cherche probablement à faire, c'est de construire une zone d'influence en Eurasie. Ça va pas changer. Elle cherche à imposer sa devise à ses partenaires commerciaux. Pour ça, elle a besoin d'un marché. Et c'est pour ça qu'elle cherche à dégonfler aussi cette bulle du crédit pour la première fois en autorisant des sociétés contrôlées par l'État à faire défaut. Le nombre de défauts en Chine de sociétés contrôlées par l'État, les fameuses SOE, est à un record historique. C'est pas pour rien. Donc la Chine cherche à crédibiliser ses marchés de capitaux pour pouvoir ensuite les ouvrir et attirer du capital là-bas. Donc ça, je pense que c'est une tendance. Ça va pas s'arrêter là. Alors effectivement, c'est sûr que en termes de crédibilité, c'est pas dingue ce qui se passe en ce moment là-bas. Mais je pense que sur le long terme, faut pas effacer les actions chinoises. Bon, alors c'est une situation de la tech chinoise qui vient s'ajouter quand même à déjà des questionnements, des doutes de marché. Alors, c'est difficile de les lire à travers le niveau des indices boursiers, parce que c'est vrai qu'on reste sur des plus hauts historiques, avec un parcours et une performance embarquée là depuis le 1er janvier qui est quand même spectaculaire, à 2 chiffres sur les grands marchés développés notamment. Néanmoins, on sent que la dynamique a changé. On voit l'inquiétude sanitaire d'ailleurs qui revient au premier plan. Là, je citais hier l'exemple d'un sondage réalisé par Deutsche Bank, comme chaque mois auprès des investisseurs, mais on aurait pu en prendre d'autres. Mai, juin, c'était encore le risque inflationniste qui était dans toutes les têtes, largement devant, cité comme risque numéro 1 pour la stabilité des marchés. Depuis le mois de juillet, c'est le risque sanitaire qui a pris 20 points, j'allais dire, dans le niveau d'inquiétude des investisseurs. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, Benoît, et est-ce qu'on est à l'aise avec le retour du risque sanitaire aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à rationaliser quand même cette vague Delta, ou est-ce que c'est compliqué ? Alors, à l'aise, on ne sera jamais à l'aise avec ce virus et ces variants qui sont générés au fil du temps. On a ces difficultés. Il va falloir qu'on s'habitue malheureusement encore quelques temps à vivre avec ce virus, puisqu'on voit bien que tant que la vaccination de la population mondiale ne sera pas réalisée, en fait, on aura des variants qui vont émerger dans certaines zones et qui, naturellement, se retrouveront dans nos pays développés.
Malheureusement, on n'est pas égaux devant ce risque. Les pays développés sont largement favorisés parce que la vaccination se poursuit. Et malheureusement, c'est bien les pays émergents qui en souffrent. Donc ce risque-là, il va se poursuivre. Alors pour le moment, on constate qu'il est quand même de moins en moins grave dans les pays développés puisque la vaccination progresse. Mais il déstabilise, il inquiète les marchés à juste titre parce qu'il faut rester vigilant. Quel sera le prochain variant, quelle sera sa dangerosité, on n'en a aucune idée. On va quand même vers un marché qui se réouvre progressivement. On aimerait que ce soit plus vite, mais il se réouvre. Et on a quand même un réservoir de croissance qui reste fort en termes de consommation, grâce au plan de relance, grâce au soutien des banques centrales, qui sont toujours là. Et ça nous permet de rester positif à moyen terme, en naviguant au gré de ces nouvelles qui restent malheureusement négatives, mais qui n'empêchent pas quand même ce rythme de croissance qui perdure. Je comprends quand même que, on partait en début d'année avec l'idée que 2021 serait l'année de la fin de la pandémie, d'une fin définitive ou quasiment. Oui. Cette idée-là, c'était la hausse du marché. Elle est moins présente aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la hausse du marché de novembre de l'année dernière où on a l'annonce de Pfizer et ça y est, quelque part, le marché oublie ce risque-là. On l'enjambe. On l'enjambe, on passe à autre chose. Évidemment, il revient, malheureusement, et il va rester probablement latent encore longtemps. Puisque que vacciner la population mondiale, ça prendra forcément beaucoup de temps et malheureusement beaucoup plus de temps dans les pays émergents que ce que ça n'a été fait dans les pays développés. On voit bien que dans les pays développés, c'est même compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. Donc oui, on a ce risque latent. Vous dites que ça ne vaut pas une réévaluation complète du scénario de croissance. Alors on ne remet pas en cause ce scénario parce qu'on voit que derrière, on a des soutiens extrêmement puissants. Avec des plans de relance et des banques centrales qui sont extrêmement volontaires et qui, coûte que coûte, poursuivent leur soutien et des réserves de croissance. Ça reste toujours là. Et ce qu'on voit pour le moment, c'est plutôt un virus, on apprend à vivre avec. Voilà. Et c'est pas satisfaisant, ça plaît à personne, mais on apprend à vivre avec. Et donc la croissance, l'économie se réouvre progressivement et elle permet quand même de libérer cette croissance qui se vérifie depuis le début de l'année, malgré tout. C'est-à-dire qu'on a bien des niveaux de croissance très favorables et on les a même réévalués à la hausse au cours des semestres, au cours des trimestres passés. Donc on a plutôt eu des bonnes nouvelles sur le front de la croissance, en fait. Bon, c'est peut-être un point d'inflexion. Je ne sais pas, le FMI révise plus trop à la hausse. J'ai vu Bank of America qui révisait très légèrement à la baisse sa prévision de croissance américaine pour cette année. C'est marginal, mais on atteint peut-être un point d'inflexion de ce point de vue-là. On arrive au moment où il faut aussi que la croissance se normalise. Il y a eu un effet réaction, et tant mieux, c'était légitime, il le fallait. Donc ça, on a des taux de croissance inimaginables qui arrivent dès cet effet de réaction. Et maintenant, on revient petit à petit à la normale. C'est logique. Il ne faut pas s'attendre à perdurer dans ces taux de croissance qu'on a vécu qui étaient fantastiques. Hervé Guez, peur légitime ou peur prétexte, là, comment vous jugez le retour du risque sanitaire dans l'esprit des investisseurs et des marchés, sachant que je trouve qu'on aurait pu avoir un raisonnement positif quand même sur cette vague Delta avec les taux de vaccination qu'on a pu atteindre quand on voit les courbes britanniques. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, mais on voit une déconnexion totale entre les cas positifs exponentiels, certes, et le nombre d'hospitalisations et surtout le nombre de décès. Enfin, le ratio décès nouveaux cas est au plus bas. Ouais. Et ça aurait pu offrir une lecture positive, finalement, de cette vague Delta qui allait être complètement déconnectée de la réalité hospitalière. On peut avoir une lecture pas... trop négative, d'accord. Sans se dire que les marchés vont prendre 15% tous les 6 mois. Ouais. Donc la correction est quand même très mesurée, très limitée. On est, par rapport à l'année dernière, etc., on est quand même sur un scénario où les marchés ont quand même pas mal acheté la réouverture, la croissance. Donc on est à plus 15 à peu près. Enfin, ça dépend, les indices, on peut être précis. Donc, et on n'a pas eu de correction violente. Donc on est cet été un peu de respiration sur lequel il y a effectivement, on est un peu... en haut en termes de révision de croissance, notamment en Asie. Il y a ce variant Delta sur lequel je ne pense pas qu'il y ait ce qu'on vit en France
ce côté course contre la montre entre vaccination pour éviter les réhospitalisations, le marché le regarde à l'échelle mondiale en se disant le sujet, c'est pas la France, ça va être effectivement toutes les zones émergentes. Est-ce qu'on va arriver à vacciner suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas de réinfection sur les zones de croissance chinoise. Enfin, CF aujourd'hui les résultats de LVMH, parce que ça a été mentionné, voilà, résultats fabuleux. Qu'est-ce qui empêche LVMH aujourd'hui de progresser? C'est l'inquiétude sur la croissance chinoise, là où ils font essentiellement. Donc, qui est ce temps de pause après un marché qui a quand même quasiment grimpé en ligne droite depuis le début de l'année, je trouve ça relativement sain et pas forcément une lecture pessimiste. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire on verra la réponse dans les semaines, mois qui viennent, sur ce côté, est-ce que la vaccination permet bien de contrôler les hospitalisations et puisqu'on arrive à progresser sur les zones émergentes en termes de vaccination. Si c'est ça, oui, le potentiel de croissance peut laisser espérer une deuxième vague de croissance sur les marchés, mais en attendant, je pense qu'on va vivre août-septembre plutôt sur des marchés qui vont être comme ça, plutôt plus inquiets des mauvaises nouvelles ou des résultats en deçà qu'à acheter une croissance très forte. Sauf à ce que la fonction de réaction des politiques et des policymakers viennent jeter le trouble d'une certaine manière. On voit ici et là quand même des mesures de restriction qui sont à nouveau d'actualité. Oui, enfin c'est quand même pas... on a parlé de la Chine, on vit quand même... la vaccination, dans les démocraties libérales, puisque pour faire le lien avec... ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils ne pensent pas tous la même chose. Et il n'y a pas quelqu'un qui vous dit comment il faut penser, quoi. Donc, il faut gérer à la fois ceux qui trouvent qu'on en fait trop, ceux qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Aujourd'hui, on est quand même sur plutôt une réouverture globale. Bon, vous avez vu les dernières annonces, puisque vous allez parler immobilier coté, les centres commerciaux sont finalement pas concernés par les passes sanitaires, etc. On est quand même plutôt dans une phase de relâchement, avec un poids d'attention, puisque effectivement, on est à un moment. Donc, moi, je pense que si on traverse cette période-là en se rassurant sur ce que vous dites, oui, on va plutôt reparler du risque inflationniste à partir d'automne, assez très probablement. D'accord avec ça, Thomas? Vous avez été un grand défenseur de la thèse inflationniste dès le départ. Est-ce que cette thèse, est-ce qu'elle a pris un gros coup dans l'aile? Quand on regarde, effectivement, les indices sont très peu corrigés, mais la dynamique a quand même radicalement changé. C'est-à-dire que tout le thème cyclique, value, réouverture, a rendu ou quasiment toute sa surperformance qui avait été accumulée sur la première partie d'année. C'est vrai. Je pense que ça ne remet pas en cause le scénario inflationniste à moyen terme qui est dû à des facteurs démographiques, des facteurs de moindre mondialisation. Ce qui est... moi, je continue à penser que la dispersion est la nouvelle forme de correction dans des marchés comme ça. Donc, il ne s'agit pas de dire les marchés vont faire plus ou moins 15%. Il s'agit de voir quelles sociétés vont tirer leur épingle du jeu entre des sociétés qui ont une bonne gouvernance, un bon management, un bon positionnement et qui, elles, vont surperformer dans un contexte où les taux remontent, où les taux d'imposition sur les corporates remontent, où il y a moins d'optimisation parce qu'il y a moins de mondialisation. Et puis des sociétés qui vont passer le reste de 10 prochaines années à rembourser une dette qui est trop lourde parce qu'elles sont zombies ou en mode survie. Donc je pense que l'enjeu il est plutôt là. Après sur le scénario, on voit qu'il y a des scénarios type cocotte minute qui se mettent en place, notamment au UK, aux US. Donc la restriction des visas aux États-Unis, le fait que le UK avec le Brexit n'ait plus accès à l'immigration d'Europe continentale, fait qu'aujourd'hui il y a des phénomènes où on cherche des gens à employer et puis il n'y en a pas, donc les salaires remontent. Et donc ça, c'est inflationniste. Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'ailleurs c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le S de ESG, dont on parlera peut-être après. Ça va probablement dans la décennie à venir, à mon avis, rééquilibrer le rapport de force entre actionnaires et salariés. Donc, les salariés des pays développés étant quand même le grand perdant de toutes ces 20 années de mondialisation depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et donc ces phénomènes-là, je pense, sont inflationnistes modérés. On ne parle pas d'hyperinflation. En revanche, la croissance, elle, devrait se normaliser. Et moins de mondialisation, plus d'investissement long terme, de financement de l'économie long terme. Ça aussi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une croissance qui est plus en ligne, je dirais, avec un modèle de développement plus durable, qui a recours à moins de dettes, parce qu'il va bien falloir adresser ce problème de la dette. Et là encore, l'inflation n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ça permet d'éroder quand même la valeur d'une dette qui est trop lourde, quoi.
un peu plus d'inflation et une croissance qui ne serait pas nécessairement plus forte, ça donne tout de suite un peu l'idée d'une stagflation. C'est un mot qui a de l'avenir C'est un mot qu'on devrait voir ressurgir. Alors c'est un risque plus à mon avis, un scénario central. Ça, vous l'avez dit d'un mot, c'est pas très bon pour l'actionnaire. Enfin, il va falloir que l'actionnaire, en tout cas, accepte que le retour qu'il a pu obtenir sur les cycles précédents sera sans doute différent dans les prochaines années. Ça, j'y crois beaucoup. Mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, encore une fois, parce que quand on regarde sur les 20 dernières années, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il a fait ? La façon dont la valeur a été créée pour l'actionnaire est en partie expliquée par le fait que les sociétés ont recours à de la dette pour faire des programmes de rachat d'actions, donc au détriment de l'investissement. Donc ça, c'est boosté à court terme son return on equity avec des artifices qui sont de l'ingénierie financière. C'est de l'optimisation fiscale, c'est de l'optimisation des outils de production en allant produire là où c'est le moins cher, au détriment probablement des modèles de croissance plus durables, de sujets environnementaux, sociaux, etc. Le fait que ça soit moins possible, et le fait que les taux d'imposition vont remonter avec l'accord du G7 par exemple, etc., à mon avis, c'est certain que c'est un vent dans le nez pour la croissance des résultats des entreprises, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le monde ? Je ne crois pas, honnêtement. Hervé, ça vous parle ? J'ai rien à redire. Non, mais oui. 100% d'accord. Non, tout à fait. Ouais. Je suis 100% tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on est les deux sujets qu'a affronté le capitalisme, c'est le climat et l'environnement et la montée des inégalités. Voilà. C'est ces deux externalités qu'il n'a pas su gérer pendant les 20 ans qui viennent. Et si c'est pas une mauvaise nouvelle, si il les adresse, parce que s'il les adresse pas, on va vivre d'un côté les inondations, les sécheresses, et on va vivre de l'autre côté les gilets jaunes, puissance 2, puissance 3. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, ce rebalancement qui va vers la création de valeur inflationniste sur les salaires, un peu plus de redistribution, etc., c'est une bonne nouvelle. Si vous regardez, et nos clients, fonds de pension, investisseurs institutionnels, votre épargne retraite, voilà, vaut mieux renoncer un petit peu de return on equity très vite, très court, là tout de suite, pour pérenniser ce système-là avant qu'il nous pète à la figure. Bon, pardon si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà. Non, tout à fait. Et le risque reflationniste, oui, tout à fait. C'est-à-dire, donc il reste présent, ça, oui. Oui, ça va revenir. On en parle moins aujourd'hui, mais l'élément à mentionner quand même sur les taux... Techniquement, les banques centrales, c'est sûr, tapent pour qu'on n'ait pas de remontée de taux, parce qu'il va y avoir les plans d'infrastructure à refinancer, etc. Et pendant ce temps-là, on a un marché de la dette qui, pause estivale, qui est très peu actif. Il y a très peu d'émissions, etc. Donc on a aussi un aspect technique qui fait que face à des acheteurs en dernier ressort qui sont toujours là et qui ne veulent surtout pas envoyer le moindre signal que attention tapering, etc., parce qu'ils ont peur du décrochage des marchés. Donc toujours beaucoup de rachats de dettes obligataires, et face à ça, aujourd'hui, très peu d'offres. Donc on a cet effet sur les taux, sur lequel je ne dirais pas que c'est du fondamental et un vrai marché obligataire qui ne croit pas du tout à une remontée des taux. Ce n'est pas un signal ultra pessimiste du marché obligataire avec un 10 ans américain à 25%. Je pense que c'est plus il y a la pause qu'on a mentionnée sur la croissance, les interrogations, plus un phénomène technique qui fait qu'on a ce mouvement sur les taux. Mais je pense que fondamentalement, on n'a pas un marché obligataire qui est devenu... on ne reparlera pas d'augmentation salariale, d'inflation, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, pour des raisons, je pense, plus techniques que fondamentales, le marché ne prend pas ça en compte. D'accord avec ça, Thomas ? Si vous êtes cohérent, oui, les taux vont remonter à nouveau. Alors, les taux nominaux... Les taux réels, j'en sais rien, parce que les banques centrales vont rester en retard par rapport au cycle économique. Moins 1% sur le taux réel américain à 10 ans. On a enfoncé encore des nouveaux records ces dernières heures. Effectivement. Mais voilà, donc les taux nominaux devraient remonter, les taux longs en tout cas. Et voilà, encore une fois, il va falloir réapprendre à investir dans un environnement comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et quand on couple ça avec la remontée aussi des taux, encore une fois, d'imposition, c'est quand même un double phénomène qu'on a depuis 30 ans, qui ont été quand même bien sûr. Favoriser cette... La course à la baisse, quoi, c'est ça. Ça, je pense que c'est fini. Bon,
Le S, c'était le sujet que je vous proposais effectivement. Dans l'acronyme ESG, on parle beaucoup du E, de l'environnement, le G, de la gouvernance. Alors tous les analystes, les gérants me disent, mais avant même le ESG, on faisait attention à la gouvernance. C'est historique dans notre ADN d'analyste ou de gérant. Le S, est-ce que c'est un thème qui a de l'avenir? C'est un peu le sens de la discussion. Oui, on en a discuté. Hein, ça transparaît dans tout ce qu'on vient de se dire ensemble. Hein, c'est-à-dire que l'ES devient un enjeu clair. Alors, pour nos métiers, pour la société de manière générale, hein, et pour le monde politique aussi de manière très générale, c'est une évidence. Dans nos métiers, ça devient un enjeu, puisque, alors ça ne veut pas dire que l'environnement est réglé, hein, il y a énormément de travail encore à faire, d'indicateurs pertinents qu'il faudra mettre en place, mais sur l'ES, l'enjeu est encore plus compliqué parce que comparer des entreprises, alors déjà, d'une zone à une autre, il y a des biais culturels, clairement. Ouais. Donc, comment vous faites pour les regarder? Mais il est évident que dans le nouveau cycle de croissance qu'on va vivre, on l'a un peu décrit là, qui va arriver, les entreprises qui ne sont pas capables de tenir compte de cet enjeu-là, parce qu'il va y avoir de la transformation nécessaire de la part de ces entreprises en termes de modèle économique. Si elles ne sont pas capables de prendre en compte cet enjeu-là, elles ne seront pas au rendez-vous de la croissance de demain. Et donc cet enjeu-là, on doit, nous, en tant qu'investisseurs, en tenir compte. Comment on en tient compte? En analysant les entreprises, en les comparant les unes aux autres sur des indicateurs qu'elles ne publient pas de la même manière. C'est quoi les grands critères, les grands indicateurs du S de SG auxquels il faut être attentif, qui vont monter en puissance dans les filtres et les grilles d'analyse que vous avez tous dans vos sociétés de gestion? Alors, on ne les a pas tous, on les invente pour le moment. Hein, c'est encore en devenir, tout ça. Et il y a beaucoup d'enjeux. Alors, il y a déjà des sujets d'analyse sectorielle. Hein. On ne va pas comparer le secteur minier au secteur de l'informatique. Les enjeux ne sont pas les mêmes. En termes humains, alors c'est des enjeux internes. Hein, essayer de trouver des indicateurs internes qui permettent de mesurer ce sujet social et la manière dont il est traité par l'entreprise, mais c'est aussi des enjeux externes. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, on prend l'exemple du textile, l'enjeu social, il est majoritairement externe plutôt qu'interne. Donc, comment vous faites pour mesurer la manière dont prennent... c'est quoi, à travers la sous-traitance, vous voulez dire? À travers la sous-traitance, d'accord, okay. Typiquement. Hein, c'est-à-dire que oui, bien sûr. L'essentiel de l'activité de ces on a vu la controverse sur les Ouïghours, qui a emporté quelques grands noms du textile et c'est exactement ça. Et là, alors c'est un challenge pour les entreprises et pour nous, investisseurs, de mesurer toutes les externalités des entreprises et d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Et donc ça... Alors, on arrive à trouver des indicateurs, ils sont encore à améliorer, ils ne sont pas toujours pertinents, ils ne sont pas comparables d'un pays à l'autre. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur ces sujets-là. Hein, mais c'est un enjeu dont on doit tenir compte en tant qu'investisseur, c'est évident. Hervé, est-ce que vous diriez que le S, effectivement, j'ai entendu ça hier je le cite, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui lui-même me disait, effectivement, le S, c'est vraiment le sujet qui va monter, parce que c'est aussi le parent pauvre, peut-être, de l'analyse ESG aujourd'hui. Chez Mirova, vous êtes un pur player de la première heure sur ces thématiques sociales, environnementales, mais quand vous regardez le marché, est-ce que vous diriez que le S est un parent pauvre de l'analyse ESG? Et c'est quoi les critères, les indicateurs qui comptent et qui vont compter demain? Ouais. Bon, on aime bien parler de deux choses à la fois. Alors effectivement, quand on parle d'environnement, on a l'impression que le S, c'est le parent pauvre. Mais toujours un peu monomaniaque. C'est parce qu'on parle d'une chose que le reste, on le regarde pas. Donc je dirais pas que c'est le parent pauvre. Un de vos fonds historiques, je le cite, c'est Insertion Emploi Solidaire, Emploi Dynamique, pardon, qui est un des fonds historiques de Mirova. Qui, par exemple, pour les épargnants français, on finance que des entreprises qui créent de l'emploi en France, voilà. Avec une répartition de la valeur. Et ça existe depuis 10, 15, 20 ans. Ça existe depuis 20 ans. Donc plutôt que d'aller financer les régimes illibéraux en Chine, ça peut être un choix. Et donc ce qui est intéressant, sur le S ou sur le G, c'est que plutôt que de se dire quels indicateurs, etc., mais je vais y répondre, hein, bien sûr, c'est en fait, pourquoi on le fait? Ça repose la question. C'est-à-dire que sur l'environnement, on est tellement pris par le côté transformation des modèles économiques qu'on a tous les bons côtés de l'ISR. C'est-à-dire, on investit dans la transformation environnementale, des modèles, des nouveaux modèles, donc de la croissance, donc des résultats, donc de la performance. Donc très bien, on réconcilie un petit peu tout. Et on passe un petit peu sur les sujets, est-ce qu'il y a des pollutions chimiques en Chine? C'est très second rideau. Sur les enjeux sociaux et gouvernance, alors certes, sur le social, pour répondre à votre question, il y a côté opportunité, il y a essentiellement des sujets bien-être, donc éducation, santé, etc. La crise sanitaire nous le rappelle. Mais il y a beaucoup de sujets, respect des droits de l'homme, répartition de la valeur, fiscalité, gestion des inégalités. Et donc tout ça, c'est pas
évident que si on regarde à court terme, ce soit très corrélé avec un meilleur retour sur equity, là, tout de suite, maintenant. Ouais. Et donc, on voit bien que c'est des sujets qui sont corrélés avec de la valeur si on est capable de penser au global, c'est-à-dire la pérennité du système, la durabilité du système qu'on construit, et donc, bien sûr, l'entreprise dans ce système-là, et si on est capable de regarder création de valeur à 5 ans, 10 ans. Mais quand vous êtes manager... vous êtes manager en général à 3 ans, 5 ans. Les politiques, on parle beaucoup de leur aspect court terme parce qu'ils ont des élections, etc. Les plans stratégiques des entreprises, ce n'est pas des plans stratégiques à 15-20 ans non plus. Donc la difficulté sur les sujets sociaux et gouvernance, c'est à la fois pour les entreprises d'être capables de gérer ça alors que le lien avec le retour sur investissement est moins immédiat à court terme. Et pareil pour les investisseurs. C'est-à-dire, oui, peut-être les entreprises chinoises à moyen long terme sont intéressantes malgré les risques sociaux et gouvernance, si ce qu'on cherche, c'est la performance avant tout. Si par contre on se pose la question de où va la Chine en termes de est-ce que le doux commerce va faire de la Chine un régime qui respecte les droits de l'homme et qui va devenir une démocratie libérale, j'ai quelques doutes. Donc si on investit en Chine en se disant on va contribuer à un monde pacifié parce qu'on alloue du capital à quelque chose qui va permettre d'améliorer les enjeux sociaux et de gouvernance, j'ai un doute là-dessus. Donc la question du S et du G, c'est pas tant les indicateurs qui manquent, c'est pourquoi on le fait. Est-ce qu'on est dans des arbitrages rendement court terme et impacts sociaux ou de gouvernance qui sont moins évidents que sur les sujets environnementaux. Mais je suis d'accord, parce que les risques à la fois géopolitiques, ce conflit qu'on voit entre les démocraties libérales et les régimes illibéraux, qui est une espèce de nouvelle guerre froide, c'est pas chaud pour l'instant, mais ça, d'un point de vue géopolitique, ça pèse. Les inégalités, d'un point de vue gouvernement dans nos régimes démocratiques, ça pèse. Et donc oui, les sujets sociaux vont devenir de plus en plus importants. Ce qui accélère généralement l'éveil des consciences, ce sont les controverses. C'est la matérialisation des risques. Voilà, la matérialisation des risques. Est-ce qu'on va avoir ce genre de sujet sur le S, autant sur l'environnement, le climat, les exemples se multiplient et on atteint quand même des niveaux de médiatisation qu'on n'avait pas avant sur ces risques on est tous humains. climatiques. Donc quand le risque sanitaire il nous prend à la gorge, on accepte une remise en cause d'un modèle et d'une façon de vivre brutale, du jour au lendemain, on s'est enfermé chez soi, etc. Bon, le risque climatique, il est très bien décrit, il est très bien compris, mais bon, il faut se l'imaginer. Donc on en parlait un petit peu avant de rentrer sur le plateau. Si vous enchaînez de façon répétée des inondations ou des incendies et des feux de forêt, vous allez voir que l'acceptation au changement sur le fait de se dire finalement, est-ce que le sujet, c'est de savoir si l'électricité, elle doit être 5% plus chère ou s'il faut adresser le changement climatique, ça va beaucoup bouger. Parce que les Gilets jaunes, c'était quand même un petit peu là-dessus que ça avait démarré. Donc voilà, on réagit beaucoup à la matérialisation des risques, pas parce qu'on est idiot, mais parce qu'on est humain. Donc c'est comme ça. Là où on peut avoir un rôle à jouer, c'est être en anticipation de ça et se dire effectivement sur les sujets sociaux et environnementaux, la finance peut être un accélérateur de transformation. Parce qu'on a la responsabilité fiduciaire de rendre du rendement à moyen long terme. Et donc, on doit être capable de se projeter sans attendre que le risque se matérialise. Est-ce que vous imaginez, Thomas, effectivement, que la sensibilité au risque qui s'est matérialisé, le risque exogène, pandémique en l'occurrence, modifie en profondeur la gestion politique, on va dire, de ces sujets? Est-ce qu'on peut imaginer que le schéma gestion Covid soit un schéma qu'on puisse appliquer à la gestion de risques systémiques aussi importants, voire encore plus importants quand on parle de climat, de social? Je le crois sincèrement, oui. Et d'ailleurs, le risque S, pour moi, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, parce que le risque S, c'est la déstabilisation du modèle démocratique qui sous-tend... les marchés de capitaux se reposent quand même sur une certaine stabilité du modèle démocratique, de liberté, etc. Si on n'a plus ça, ça va être un gros problème pour les marchés. Donc, le risque S, il est énorme, quoi. Sans le S, on ne gère plus rien. Il est bien identifié. C'est-à-dire que le risque...
d'agitation sociale, etc. D'ailleurs que la Chine mesure aussi très bien, parce que ce que la Chine cherche aussi, c'est la stabilité sociale et de garder 1,4 milliard d'habitants plutôt contents que pas contents. Et donc ils ont bien compris aussi ce risque-là. Donc pour moi, il est complètement central. Et même d'ailleurs, je pense qu'il ne se traite pas au détriment du retour financier, dans la mesure où, par exemple, si vous prenez l'emploi, donc le S, c'est aussi l'emploi, le mid-market, donc c'est notre terrain de jeu à beaucoup de monde ici. Donc ces entreprises entre 50 millions et 1 milliard de valeur d'entreprise, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ça c'est un tiers des emplois en Europe. Aujourd'hui, un tiers des emplois, c'est les entreprises de taille moyenne. Donc le financement long terme de l'économie, c'est du risque ES, c'est du S. C'est absolument central parce que si ces entreprises-là ne sont pas financées ou mal financées, si vous ne leur apportez pas le capital stable et patient dont elles ont besoin, ça matérialise le risque ES. Donc, le lien entre retour financier et S de ESG, pour moi, il est beaucoup plus évident que ce qu'on pourrait penser. Avec la question de l'horizon de temps. Oui. Dès qu'on se place dans le temps long, de toute façon, le ESG, pour moi, rime avec retour financier. Et avec réduction du risque. Et puis après, alors il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui je pense est important, mais pourrait faire l'objet probablement d'une émission entière, c'est que dans l'ES, il y a aussi tous les problèmes de diversité. Ouais. On parlait des biais culturels tout à l'heure, qui ne sont pas du tout abordés de la même manière. La question des minorités est très importante aux États-Unis. La Fed en parle régulièrement. En France, en Europe, les questions de diversité sont traitées de manière différente. Et là-dessus, on peut penser qu'il y a une exagération dans un sens qui contrebalance l'exagération dans l'autre sens qui a eu lieu pendant des décennies. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal d'études académiques aujourd'hui auxquelles on s'intéresse beaucoup chez nous, qui montrent quand même que la diversité, alors ça dépend ce qu'on appelle diversité, mais la diversité de pensée, embaucher des gens qui ne pensent pas pareil que nous, qui viennent pas des mêmes milieux sociaux, ça crée de la valeur économique. Les fonds qui sont plus divers performent mieux, etc. Pas juste la diversité ethnique, c'est la diversité de genre, d'âge également, de tout. De provenance sociale, de tout ça. Et ça crée de la valeur. Bon, pour conclure, bien sûr, allez-y, Hervé. Pour vous convaincre que le risque social n'est pas du tout l'élément oublié de l'ESG, on a aussi l'habitude de dire, quand on parle d'environnement, on parle d'un risque social différé. On gère la question environnementale essentiellement, majoritairement, pour la question du pacte social et de la capacité à avoir une économie dans laquelle il fait bon vivre pour nous les humains. Benoît ? Oui, on voit des investisseurs qui sont de plus en plus attirés par des portefeuilles où il y a de la création d'emplois, où il y a de l'implantation locale. Ça montre bien aussi que là, tout se rejoint de notre côté en tant que gérant de portefeuille, mais aussi les investisseurs. Cette prise en compte du social qui devient nécessaire et qui est complètement liée, on est tout à fait d'accord, avec l'environnement, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Vesco, Mescart Asset Management, Hervé Guez, Mirova et Thomas Friedberger, Ticket OEM, qui étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à l'immobilier coté et un spécialiste en la matière qui est à mes côtés en plateau, Laurent Saint-Aubin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant action chez Sofidy. Vous gérez le fonds Sofidy Sélection 1 qui s'expose justement aux valeurs européennes de l'immobilier coté, des immobiliers cotés. Il y a plein de segments très intéressants dans le monde de l'immobilier. Qu'est-ce qui explique depuis, alors je ne sais pas d'ailleurs si on peut le dater, depuis 2 mois environ, c'est à peu près l'horizon de temps que j'ai. Qu'est-ce qui explique le retour en grâce de l'immobilier coté sur les marchés, Laurent ? Alors effectivement, 2020 a été une année de forte sous-performance. Le début de l'année 2021 était du même tonneau. Et il y a eu un rebond ces 2 derniers mois. Donc l'indice des valeurs foncières est en hausse d'un peu plus de 13%. Là où le stock 50 est en progression d'un peu plus de 14. Donc effectivement, là, il y a une nette réduction de l'écart. Je crois qu'il y a 2 explications. La première, c'est qu'il y a une rotation sectorielle
en sens inverse qui est en train de s'opérer. Les marchés ont intégré le fait que les banques centrales allaient être extrêmement accommodantes avec l'inflation, y compris si elle est un peu structurelle. Donc les taux ont rebaissé. Et puis la deuxième chose, c'est que cette croissance échevelée des dernières semaines, elle va avoir une fin. On est plutôt dans un univers de stagnation séculaire que de croissance échevelée. Donc tout ça est favorable à la baisse des taux et tout ça est favorable à des secteurs plus défensifs comme l'immobilier. Et puis la seconde raison qui a à voir avec le secteur, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'opérations spéculatives. Donc le rachat de la société foncière lyonnaise dans les bureaux par une société espagnole, et surtout la grosse OPA de Vonovia sur Deutsche Wohnen, une autre opération possible dans le bureau en Allemagne, et puis des transactions importantes sur les marchés physiques. En commerce, c'est un peu nouveau. Oui, c'est nouveau. En logistique. Depuis le temps qu'on se parle, et au pire de la crise, vous disiez il n'y aura pas de sortie de crise tant qu'il n'y aura pas des transactions sur le marché physique. Et là, on commence à l'observer. Là, on a une transaction qui devrait se faire dans la logistique au Royaume-Uni avec un taux de capitalisation de 4%, donc inférieur à 4%. Donc ça montre bien que la logistique est le segment chéri des investisseurs. Et puis ce matin même, l'annonce d'une transaction de plus de 300 millions où Verelda vend 4 centres de qualité médiocre à un investisseur coté sud-africain. Je ne connais pas Verelda. C'est des centres commerciaux. Verelda, c'est une foncière de centre commercial avec des actifs, des centres commerciaux moyens en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Très endettés, qui reflètent tous les problèmes du commerce. Ils ont trouvé un acheteur, ça veut dire qu'on trouve un prix quand on est prêt à se couper le bras, ce qu'ils ont fait. Revenons quand même, parce que vous l'avez dit d'un mot, l'OPA de Vonovia sur Deutsche Wohnen, alors qui était l'opération structurante. Là, on est sur du logement, essentiellement, c'est ça, en Allemagne. Les deux grands acteurs du logement allemand. Enfin, une OPA, je ne sais pas, parce que l'opération, pour l'instant, elle tombe à l'eau de ce qu'on sait des dernières heures, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se fait pas? Et est-ce que c'est un mauvais signe, quand même, pour le secteur du logement en Allemagne? Alors effectivement, ça a été une certaine surprise, mais je crois qu'il n'y avait pas de sujet sur le fond. Tous les investisseurs étaient d'accord avec le prix. C'est simplement un manque de soin dans l'exécution de l'opération, on va dire, qui est tout à fait surprenante pour un deal de plus de 30 milliards d'euros. Et qui vient du fait qu'il fallait, pour que l'OPA réussisse, que le taux d'apport soit d'au moins 50% des actions. Et que ce taux d'apport soit réalisé dès la première période de l'offre. En général, quand il y a une offre publique d'achat, il y a une première période et une réouverture un peu. Là, il fallait que ça soit fini après la première période. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que tous les fonds indiciels par définition, ne peuvent pas apporter leur titre. Et comme le poids de la gestion passive est de plus en plus important, c'est un sujet, mais un sujet bien connu. Et donc, on peut considérer que les banques conseils et le management de Vonovia lui-même ont manqué de soins. C'est-à-dire qu'ils auraient pu racheter des titres en bourse à partir du 21 juillet. Ils ont atteint 47% et quelques, c'est ça ? Au lieu de la barre des 50 qu'ils avaient fixée. Donc ils n'ont pas racheté de titres en bourse alors qu'ils pouvaient. Ils auraient pu racheter les actions d'autocontrôle de Deutsche Wohnen, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils auraient pu prolonger la première période et surtout ils auraient pu prendre leur téléphone et appeler les investisseurs en leur disant attention, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas compris ça. Les 50%, c'est là maintenant, après la première période. Donc tout ça n'a pas été fait, Ah oui, c'est quand même très dommageable si c'est effectivement des millions d'euros, des mauvais calculs ou d'un manque je pense que les banques de rigueur dans l'exécution. Les banques conseils n'ont pas bien fait leur travail. Voilà. Et comment ça peut se terminer alors du coup cette histoire pour Vonovia, parce qu'ils sont actionnaires de 47% de Deutsche Wohnen ils ont non, parce qu'en fait l'opération est annulée. Ah d'accord. Donc eux en direct ont 18%. D'accord. Donc il y a 3 solutions. 2 solutions principales, on va dire. La première, c'est qu'ils vendent leurs titres, mais vendre 18% du capital, ça implique une décote importante, donc c'est peu probable. La seconde, c'est qu'ils obtiennent une dérogation du BaFin, qui est l'organisme de régulation allemand, en changeant un élément matériel de l'offre et donc en augmentant le prix. Donc
On devrait avoir la réponse à tout cela d'ici la fin de la semaine. Le plus probable, c'est que le prix va être augmenté et passer à un niveau compris entre 53 et 55. Et donc, à ce moment-là, tout va recommencer et il faudra éviter les petits défauts de la première opération. Ah oui, j'avais pas vu l'histoire sous cet angle-là, mais c'est quand même une histoire incroyable. Oui. C'est les choses les plus simples, quand elles ne sont pas faites, tout tombe par terre. Oh, la rigueur allemande en prend un petit coup quand même là sur cette opération. Vous avez cité la logistique là parmi les opérations qui vous ont intéressé effectivement, et la logistique, on en parle régulièrement avec vous, c'est de l'immobilier de croissance. Dans ce retour en grâce de l'immobilier en général, qu'est-ce que vous constatez justement des intérêts des investisseurs parmi tous les segments de l'immobilier coté qui existent? Est-ce qu'on est prêt à aller prendre du risque justement sur les foncières de commerce? Est-ce qu'on préfère rester sur de la visibilité de la croissance, même si les prix sont plus élevés? Alors, dans un contexte où les taux sont bas, sont devenus très bas, les taux d'intérêt réels sont historiquement bas, historiquement négatifs, ce qui explique d'ailleurs un peu l'afflux, la hausse continue des marchés d'actions. Les secteurs de croissance doivent, à mon sens, de nouveau être favorisés parce que ce sont des secteurs où il y a une vraie puissance de la part des opérateurs pour imposer leurs prix. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple des entrepôts de stockage pour les particuliers. Ce sont des beaux cours, une très faible sensibilité au prix, ce qui veut dire concrètement que le leader du stockage pour les particuliers à Paris, qui s'appelle Une pièce en plus, augmente ses tarifs pour les locataires en place tous les 6 mois de 10%, sans réelle perte de clients, taux quoi. Ils ne tuent pas la demande. Oui. Donc ça, c'est ce que la bourse devrait adorer, puisqu'on a peur de l'inflation, trouver des acteurs avec ce qu'on appelle un pricing power. Donc typiquement, c'est un secteur ce segment du stockage pour les particuliers, c'est un secteur que j'aime beaucoup en ce moment. Oui, je veux dire 10% de hausse tous les 6 mois, je ne sais même pas si le luxe peut se le permettre. C'est quand même un rythme incroyable. Un mot de la situation des foncières commerciales et des grands centres commerciaux dans l'ambiance actuelle qui reste compliquée visiblement. On comprend qu'ils sont exemptés pour l'instant du pass sanitaire, mais est-ce que ça suffit à réévaluer un peu les perspectives de ces foncières-là? Alors effectivement, l'environnement reste défavorable avec une hausse du commerce électronique, y compris de la part des commerçants physiques. Donc ça, c'est un élément très négatif, des taux d'occupation qui sont sous pression et des niveaux de loyer qui sont sous pression. Et de la dette, beaucoup de dette. Il y a deux choses qu'on peut observer. Je vous parlais tout à l'heure de cette foncière qui s'appelle Vereldav. La première, c'est que ça c'est quand même une bonne nouvelle, si vous êtes prêt à accepter une décote, et c'est d'autant plus facile d'accepter une décote que votre cours de bourse est lui-même extrêmement décoté, vous trouvez des acheteurs, et avec les capitaux récoltés, vous diminuez votre endettement, et vous pouvez réinvestir dans des projets plus mixtes, et c'est ce que fait Vereldav et ce que tous les opérateurs font, c'est-à-dire mettre un peu de bureaux dans les centres commerciaux, par exemple des bureaux partagés, ou faire du logement sur les parkings. Donc créer un environnement urbain qui lui-même favorisera la fréquentation des centres. Donc c'est plutôt ça l'avenir, mais encore faut-il accepter des pertes. Le portefeuille de Vereldav qui a été vendu, il est tout à fait extraordinaire. Il a été acheté en 2014 à Unibail pour 800 millions. Il y avait 6 actifs. Les 4 plus gros sont vendus aujourd'hui pour 305. Donc la destruction de valeur, elle est tout à fait massive. Merci beaucoup Laurent, merci pour votre éclairage toujours très précieux sur ce marché immobilier et cet immobilier coté. Laurent Saint-Aubin qui était à nos côtés ce soir, le gérant de Sofidy Sélection 1 chez Sofidy. Ainsi se termine Smart Bourse, on se retrouve demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.